Mirella ne leva pas les yeux quand son père lui attacha les mains avec de la corde rêche, mais sentit chaque fibre brûler sa peau déjà marquée d'anciennes cicatrices. L'odeur d'eau-de-vie sur la laine de Severino se mêlait à l'odeur métallique de la peur dans sa propre sueur, et quand il serra le nœud final avec une force inutile, elle ravala le cri qui voulait s'échapper. Cela ne servait à rien. Cela n'avait jamais servi à rien. La charrette attendait dans la rue poussiéreuse du village de mineurs, et l'homme à ses côtés, le marchand que Severino appelait agent de placement, comptait des pièces avec des doigts boudinés, tout en observant Mirella avec des yeux qui évaluaient du bétail. 21 ans vécus comme une ombre, et maintenant elle valait $60. Une chaleureuse accolade à tous, et j'espère que vous apprécierez chaque moment de cette histoire. Augusto, son frère, la lui avait faite à 7 ans quand il l'avait poussée contre la pierre du poêle, en criant qu'elle était la marque du démon. La mère, Amelia, avait recousu la coupure en silence, les lèvres serrées en une ligne de désapprobation. Non pas à cause de la violence de son fils, mais à cause de l'existence de sa fille. Le droit. Vert gris comme du jade fraîchement poli. La couleur que les hommes recherchaient dans les pierres précieuses, mais craignaient chez une femme. Hétérochromie, avait dit un jour un médecin itinérant de passage dans le village. Malédiction des cieux, avait corrigé le prêtre lors de la messe suivante. Coïncidence peut-être, mais dans une communauté où la superstition avait des racines plus profondes que les mines, les coïncidences se transformaient en présages. Elle la cachait quand des visiteurs arrivaient. Severino lui interdisait d'entrer dans la mine, de toucher les outils, de regarder les hommes qui travaillaient dans les excavations. « Ton regard tue la chance des autres », disait-il, la voix rendue brute par la boisson et l'échec. À 16 ans, quand le fiancé désignait la vie pour la première fois, un jeune mineur d'une famille respectable, il recula comme si elle brûlait. Il rompit les fiançailles cette même nuit-là. 2 jours plus tard, sa mine s'effondra. 3 hommes y trouvèrent la mort. Le fiancé survécut, mais perdit sa jambe droite. À 18 ans, Augusto avait perdu sa main gauche dans un accident avec un explosif mal placé. Il jura que c'était parce qu'elle l'avait regardé ce matin-là. Peu importait que Mirella fût enfermée au sous-sol depuis 3 jours, la 3e pénitence de ce mois. Amelia avait commencé à la laisser sans manger, de l'eau 1 fois par jour, pour briser la malédiction par la souffrance. La logique était simple. Si Mirella souffrait suffisamment, peut-être les cieux auraient-ils pitié et retireraient-ils la marque. Mirella apprit à devenir invisible. Elle marchait les yeux fixés au sol, les épaules courbées, les pas silencieux. Elle ne parlait que lorsqu'on l'interrogeait, et même alors, à voix basse. Elle accepta qu'elle était le mal incarné, que son existence apportait le malheur, qu'il vaudrait mieux pour tous qu'elle ne soit jamais née, qu'il aurait été préférable pour tout le monde qu'elle ne soit jamais née. Lorsqu'elle passait près de certains rochers, elle entendait un bourdonnement bas, presque musical. Quand elle touchait la terre à certains endroits, elle sentait de la chaleur dans ses paumes, comme si quelque chose de vivant pulsait en dessous. Les métaux chantaient pour elle à des fréquences que personne d'autre ne semblait entendre. L'or avait un son différent de l'argent. Le cuivre vibrait distinctement du fer. Severino avait creusé par moquerie et avait trouvé une petite veine d'or. Au lieu de la gratitude, il l'avait battue jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. « Sorcellerie », avait-il sifflé. « N'en parle plus jamais ». Janvier 1879 arriva avec des nouvelles que Severino attendait et craignait. La mine de la famille Cardozo était complètement épuisée. Les dettes envers la banque de la ville marchande la plus proche étaient devenues impossibles à payer. Des hommes vinrent réclamer leur dû. Severino vendit les outils, les chevaux, les rares bijoux d'Amelia. Cela ne suffisait pas. Mirella était maintenant dans la rue, les mains attachées, pendant que son père recevait les pièces. Elle le vit les compter une par une, ses doigts tremblants d'anxiété ou de remords. Elle ne savait pas dire. Amelia regardait depuis la fenêtre de la maison, une silhouette pâle derrière le verre poussiéreux. Toute jeune, toute avec les yeux rouges d'avoir pleuré. L'une d'elles ne devait pas avoir plus de 15 ans. « C'est le mieux pour tout le monde », dit Amelia de la fenêtre, les mots fins comme de la glace. « Que Dieu te pardonne ». Mais le marchand fermait déjà la porte de la charrette. Les chaînes claquèrent lorsque les chevaux commencèrent à avancer. Mirella regarda une dernière fois en arrière et vit le village où elle était née disparaître au virage de la route de montagne. 3 jours de voyage sur la route qui traversait les pics gelés. Le marchand et les 2 hommes de main qui l'accompagnaient
donnait aux femmes du pain rassis une fois par jour, de l'eau quand ils y pensaient. La nuit, elle dormait enchaînée dans la charrette pendant que les hommes faisaient un feu de camp et riaient de blagues que Mirella préférait ne pas comprendre. Mirella ne pleurait pas. Elle avait déjà épuisé toutes les larmes qu'elle avait dans l'ombre d'Amelia. « Tempête en approche », murmura un des hommes de main nerveux. En quelques minutes, elle se transforma en un rideau blanc aveuglant. Le vent arrachait le souffle des poumons. Les chevaux hennirent, effrayés, et la charrette cahota violemment sur la route qui disparaissait déjà sous le blizzard. Le vent lui coupait le souffle. Effrayés, les chevaux hennirent et la charrette cahota violemment sur la route disparaissant sous le blizzard. La charrette s'inclina davantage, puis bascula. La charrette, sur le flanc, avait une roue tournant inutilement. Les autres femmes gémissaient, vivantes. Le marchand et les hommes de main avaient détaché les chevaux et s'étaient enfuis à cheval, laissant les femmes enchaînées mourir dans la tempête. La neige recouvrait tout. Le vent arrachait la chaleur de son corps. L'obscurité tombait trop vite. Elle imaginait sa fin dans la cave d'Amelia, ou une maison côtière inconnue où le marchand les vendrait. Une montagne gelée, elle ne l'avait pas imaginée. Mais cela avait du sens. Même l'univers savait qu'elle était maudite. Les autres femmes criaient, tiraient sur les chaînes, imploraient les cieux en vain. Elle scia la chaîne sur la pointe de métal jusqu'à ce qu'elle cède. Les autres femmes la fixaient d'une espérance déchirante. Mirella savait ne pas avoir le temps de toutes les libérer. « Je vais chercher de l'aide », mentit-elle, car la vérité qu'elle allait tenter de survivre et probablement échouer était trop cruelle à dire. Elle ne regarda pas en arrière. Elle ne le pouvait pas. Trébucha à nouveau. Elle ne le savait plus. Elle ne sentit pas qu'il faillît trébucher sur elle, jurant à voix basse en voyant cette masse enneigée. Elle n'entendit pas quand, d'un geste pressant, il vérifia son pouls, murmurant « Non, ne meurs pas. Pas maintenant. » Et quand elle se réveillerait et ouvrirait ses yeux aux couleurs impossibles, plus rien ne serait comme avant. Vi fortfarande. Ni le froid mordant de la neige, ni l'engourdissement précédant la mort, mais une chaleur réelle, intense, presque douloureuse sur sa peau gelée. Mirella tenta d'ouvrir les yeux et découvrit que ses paupières pesaient comme des pierres. Elle essaya de bouger ses doigts et ne put sentir ses mains. La panique lui monta à la gorge. Était-elle morte? Ou pire, le marchand l'avait-il retrouvée? Près de la cheminée, une véritable cheminée en pierre, pas le poêle rudimentaire de la maison de Severino, se tenait un homme. Ses yeux bleus ne la fixaient pas directement, mais observèrent de côté, tandis qu'il remuait quelque chose dans une marmite suspendue au-dessus du feu. Elle versa un liquide fumant dans une tasse en étain, du bouillon, buvait lentement. Pendant un long moment, seul le crépitement du feu remplit le silence. La peur se transforma en quelque chose de différent, plus confus. Mirella réussit à bouger un bras puis l'autre. Ses poignets étaient bandés de tissu propre là où les chaînes l'avaient blessée. Quelqu'un avait nettoyé ses plaies, l'avait tiré de ses vêtements mouillés et enveloppés de couvertures sèches. Il tourna la tête trop vite, ses yeux bleus rencontrant finalement les siens. Il retint son souffle. Mirella vit, tous voyaient toujours. Le moment de la reconnaissance, le recul instinctif, la peur. Quelque chose traversa son visage, une émotion que Mirella ne put identifier. Le bouillon lui brûla la gorge, mais c'était la chose la plus délicieuse qu'elle ait jamais goûtée. De vrais légumes, des morceaux de viande, un assaisonnement qui n'était pas seulement du sel. Elle but jusqu'à la dernière goutte. « Il y avait d'autres femmes », dit-elle quand elle réussit à parler de nouveau, dans la charrette enchaînée. Il attisa le feu avec un tisonnier en fer. « Mais j'irai chercher quand même. Vous ne pouviez pas toutes les sauver. » La voix de l'homme était basse. « Vous vous êtes à peine sauvé vous-même. » « Tu ne pouvais pas toutes les sauver. » La voix de l'homme était basse. « Tu t'es à peine sauvé toi-même. Je partirai à l'aube. » Elle se réveilla avec la lumière du jour filtrant à travers une petite fenêtre. L'homme était parti. La porte de la cabane était entr'ouverte, laissant entrer un courant d'air froid. Le chien était resté, allongé au pied de la pile de couverture où elle se trouvait, tel un gardien poilu. Mirella s'assit lentement. Tout lui faisait mal, mais c'était la douleur de muscles meurtris, pas d'os brisés. Elle réussit à se lever, chancelante, et regarda autour d'elle pour la première fois avec des yeux clairs. Des murs de gros troncs assemblés avec précision. Un plancher de larges planches bien ajusté. La cheminée dominait un mur, construite avec des pierres de rivière lisses et sombres. Il y avait une table en bois, 2 chaises,
des étagères avec des casseroles en fer et des outils soigneusement rangés. Dans le coin opposé, un lit étroit avec un matelas de paille, et sur chaque surface disponible, des pierres. Des pierres de toutes tailles et couleurs, arrangées en rangées sur des étagères en bois, certaines polies jusqu'à briller, d'autres encore brutes de la terre, du quartz blanc comme neige, de l'agate avec des rayures rouges et grises, une pierre de rivière noire qui reflétait la lumière. Et là, à une place d'honneur au-dessus de la cheminée, identique à son œil droit, celui qu'Amélia cachait toujours avec un foulard, celui que Severino appelait la marque du démon. L'homme se tenait dans l'embrasure de la porte, de la neige sur les épaules, sa respiration formant des nuages blancs dans l'air froid. Il portait quelque chose enveloppé dans une bâche. Il entra et referma la porte. Deux encore vivantes, la plus jeune des filles et une autre. Je les ai emmenées au poste de commerce. La marchande s'en occupera. C'est le maximum que je puisse dire. L'homme, Vicente, elle le découvrit quand il murmura le nom au chien, apportait de la nourriture et s'éloignait. Il laissait du pain frais sur la table et de l'eau propre dans la carafe. Il mettait du bois dans le feu sans la regarder. La nuit, il dormait dehors, dans la petite grange où il gardait ses outils, et laissait la cabane à Mirella. Vicente s'arrêta au milieu de son mouvement. Il resta silencieux si longtemps que Mirella crut qu'il ne répondrait pas. Il resta silencieux si longtemps que Mirella pensa qu'il ne répondrait pas. « Tu ne me dois rien, ni à moi, ni à personne. Pas celle de la cabane, mais celle de la terre. La petite mine qu'il exploitait seul, creusée à flanc de montagne, à 15 minutes de marche. Pression et chaleur, des milliers d'années. Ensuite, il refroidit et cristallise dans les fissures de la roche. Mais Vicente parlait de géologie comme d'autres hommes parlaient de religion, avec révérence et admiration. L'or vibrait différemment du quartz, une harmonie étrange qui lui faisait fourmiller les dents. Mais il n'y avait pas de colère dans sa voix, juste de la curiosité. « Qu'as-tu ressenti ?» Il marchait seul dans les montagnes. Il manipulait des explosifs d'une main ferme. Il dormait dans une grange froide pour qu'elle ait la cabane chaude. Vicente entra dans la cabane, trempé, frissonnant de froid. Mirella insista pour qu'il reste à l'intérieur. Il y avait assez de place, elle dormirait près de la cheminée. Le chien Trovin ronflait aux pieds de Vicente. La pluie tamboura sur le toit. Il y a 7 ans. Il se frotta le visage avec ses mains. J'ai enterré les deux seuls, j'ai juré de ne plus jamais m'approcher de personne. Tout ce que j'aime est détruit. La culpabilité demeure de toute façon. Toute la famille croit que je suis maudite, que j'apporte le malheur à quiconque me regarde. Mais en regardant Vicente, la cabane qu'il avait construite de ses propres mains, les pierres qu'il collectionnait parce qu'il y trouvait de la beauté, la pierre a un grain. Travaille avec elle, pas contre. Manca balança de nouveau. La pioche résonna contre la roche et l'impact vibra dans ses bras. Et quand elle s'arrêta enfin, haletante et endolorie, elle réalisa qu'elle souriait. « Demain, je t'apprends les explosifs, » dit-il, et il retourna à son propre travail. Vicente enseignait avec une patience infinie, corrigeant les erreurs sans jamais la faire se sentir stupide. Mirella appuya sa main contre la paroi de la mine pour reprendre son souffle, et le son la traversa comme un éclair. Mon père disait que c'était de la sorcellerie, que j'étais... Et quand finalement la pioche brisa la dernière couche de roche, il rit. Vicente la laissa pleurer, se contentant de rester près, une présence solide et sûre. Vicente la laissa pleurer, restant simplement près d'elle, une présence solide et rassurante. Mais croire ne suffirait pas. De l'or plus pur que tout ce que quiconque avait jamais vu. Une jeune femme aux cheveux noirs et aux yeux de couleurs différentes. La nouvelle les précéda. Un garçon du poste de traite arriva en courant par le sentier de montagne un après-midi d'avril, ses jambes fines martelant le sol, tandis qu'il criait le nom de Vicente. Il a dit que la jeune femme était sa sœur. Elle était la propriété de la famille Cardozo, et une propriété ne choisissait pas son propre destin. Il marchait déjà vers la cabane, à grands pas déterminés. « J'ai un fusil, j'ai une position élevée, et j'ai raison. Tu penses que je vais les laisser te traîner de nouveau? Après tout ça, tu penses que je... Si tu en tues un, ils te pendront pour meurtre, et si tu meurs... » Et il sembla soudain épuisé, le poids de 7 ans d'isolement se lisant dans les rides autour de ses yeux. « Fuir? Je t'emmènerai n'importe où, je traverserai les montagnes s'il le faut. Un choix, je vais les affronter. » Elle tira la pierre de jade de sa poche. « Tu m'as donné ça et tu as dit que c'était ma couleur. Comme si des yeux différents étaient quelque chose de beau, pas monstrueux.
Je ne fuirai plus. Je ne te laisserai pas te battre seul. C'est ma bataille. » Elle lui serra la main calleuse et forte. « Juste cette fois, fais-moi confiance. » Mais il ne venait pas qu'avec avidité, mais avec conviction. Le dimanche précédent, il avait prêché sur les sorcières séduisant les honnêtes gens et volant leurs âmes, sur les femmes pactisant avec le diable et marquées de signes, des yeux de couleurs différentes, par exemple. Des mineurs des villages voisins se joignaient au groupe, curieux ou superstitieux. Une femme prédisant l'or, sorcière ou sainte. Et si sorcière, que faire d'elle? C'est ma sœur. Ce mineur ermite l'a enlevée. J'ai le droit de la récupérer. J'avais vu vous ligoter cette jeune femme et la vendre à un marchand d'esclaves, dit-elle, voix claire malgré son âge. J'ai vu les chaînes. Je l'ai entendu supplier. Ce n'était pas un rachat, mais une vente. Mais ils étaient peu nombreux face à la multitude. Et derrière eux, Mirella, la tête haute, les yeux ouverts, sans foulard couvrant ses cheveux. Le mineur l'a enlevée et utilise sa sorcellerie pour trouver notre or. On perd ce droit quand on ligote et vend comme du bétail. Celui qui l'avait enfermée dans des caves est blâmé pour chaque malheur s'abattant sur la famille. Et elle ne sentit rien, ni haine, ni peur. Seulement un vide là où, jadis, il y avait eu de la terreur. Severino cligna des yeux, confus. Que signifie non? Vi får faire. Vous voyez une malédiction parce que vous avez peur de ce que vous ne comprenez pas, Mirella continua, sa voix prenant de l'assurance. Mais je comprends la terre mieux que n'importe quel homme ici. Ces montagnes me parlent. Et ce qu'elles disent, c'est qu'il y a de l'or sous vos pieds à tous. Mais seul moi sais où. Vicente parla pour la première fois, son fusil toujours sur l'épaule. C'est un don que Dieu lui a fait, tout comme il donne la force aux hommes ou la vue aux aigles. Vicente désigna les hommes rassemblés. Combien d'entre vous ont creusé toute leur vie et n'ont trouvé que peu de choses? Combien ont perdu des années à chercher de l'or qui n'était pas là? Elle peut voir ce que vous ne voyez pas. Est-ce une malédiction ou un don? Certains hommes échangèrent des regards. La promesse de l'or était une puissante tentation. Un médecin me l'a expliqué une fois. Ça arrive à certaines personnes, rien de surnaturel. Le filon de votre père s'est épuisé parce que les filons s'épuisent. C'est la nature de l'exploitation minière. Et les bébés qui sont morts quand je suis né, une fièvre a balayé le village. La moitié des enfants de cet hiver-là sont morts. Vous avez transformé des coïncidences en malédiction parce que vous aviez besoin de quelqu'un à blâmer. Mais Augusto n'abandonnerait pas. Elle vous ensorcelle, n'écoutez pas. Si je trouve un filon que vous pouvez exploiter, je prouverai que je suis un don, pas une malédiction, et vous me laisserez en paix. Si j'échoue, elle déglutit. Si j'échoue, je partirai seul, sans combat, sans que Vicente n'intervienne. Elle lui toucha la main. Mon choix. Mais s'il acceptait et qu'elle trouvait de l'or, puis Augusto cracha par terre et fit un signe de tête. 2 jours. Mais quand tu échoueras, tu partiras d'ici et ne reviendras jamais. Non seulement le village proche, mais s'étendant, jusqu'au village de mineurs où elle était née, jusqu'aux terres environnantes. Les gens l'observaient avec peur et curiosité. Certains faisaient le signe de croix quand elle passait. D'autres se contentaient de regarder, attendant. Vicente la suivait à distance, son fusil prêt, Trovão à ses côtés. Il n'interférait pas, mais ne la laissait pas sans protection. Les métaux chantèrent pour elle sur des fréquences uniques. L'or était une note haute et pure, l'argent plus doux, le cuivre avait une vibration chaude, une synesthésie qu'elle n'avait jamais comprise, mais qu'elle avait toujours possédée. Et ici, dans ces vieilles montagnes, les métaux chantaient fort. Et ici, dans ces vieilles montagnes, les métaux chantèrent fort. La nouvelle se répandit. La jeune femme aux yeux différents disait vrai. Elle voyait ce qui était caché. La petite église où le prêtre avait prêché sur la sorcellerie, où Severino et Amelia la traînaient chaque dimanche pour prier pour la rupture de la malédiction, où elle avait appris qu'elle était un monstre aux yeux de Dieu. Un chant plus fort qu'elle n'avait jamais ressenti. De l'or massif, pur s'étendant en une épaisse veine directement sous l'église. Une ironie si poétique qu'elle faillit en rire. Une veine qui traverse toute la longueur de la structure, mesdames et messieurs, et il restera là, chantant sous vos pieds chaque fois que vous prêcherez sur les démons. Mais quand finalement la pioche brisa la bonne roche, les cieux l'ont marqué d'un don. Augusto regarda alors sa sœur, les hommes qui l'entouraient maintenant, lui demandant d'examiner leur terre. Il vit le contrôle s'évaporer comme la brume au soleil. Elle a pu voir des signes dans la roche. « Elle était à moi », murmura-t-il.
je l'ai élevée. Elle vit l'homme détruit par la boisson et l'échec, par l'orgueil qui l'avait aveuglé à un don qu'il avait chez lui. Elle ressentit de la pitié, mais pas de l'amour. L'amour était mort dans les sous-sols où il l'avait enfermé. Une porte qui se ferme. Et derrière eux, la foule commença à se disperser. Certains pour creuser autour de l'église, d'autres pour demander conseil à Mirella, d'autres encore simplement pour répandre l'histoire de la jeune femme qui entendait la terre chanter. Mais sur le sentier du retour à la cabane, Vicente s'arrêta. Il la regarda, ses yeux bleus sérieux. Elle croyait enfin. La cabane de Vicente s'était agrandie. Des murs étendus, une deuxième chambre ajoutée, une véranda où Mirella s'asseyait les après-midi pour observer les montagnes. Ce n'était plus seulement une cabane maintenant, c'était un foyer. Le garçon de 3 ans courait dans la cour, poursuivant Trovão avec des rires qui résonnaient dans la vallée. Il avait les cheveux noirs de sa mère et des yeux inégaux, le gauche bleu, le droit marron. Vicente l'appelait son petit trésor et embrassait chacun de ses yeux chaque nuit avant de dormir. Une fille, âgée de 2 semaines, les yeux encore trop sombres pour savoir de quelle couleur il serait. Elle parcourait les territoires, écoutait la terre chanter, marquait les endroits où les filons dormaient. Elle enseignait aux jeunes femmes à travailler avec des explosifs, une compétence que Vicente lui avait transmise et qu'elle transmettait à son tour. Elle ne faisait jamais payer ceux qui n'en avaient pas les moyens. Vicente travaillait toujours la terre de ses propres mains, mais il avait maintenant des associés occasionnels. Il avait appris qu'il n'avait pas besoin de rester seul pour être en sécurité. Elle était apparue sur le sentier de la cabane, mince et vieillie, demandant pardon d'une voix brisée. « Tu m'as donné la vie, » avait-elle dit, « mais une mère est celle qui élève, qui protège, qui aime. Tu n'as pas été cela. » Mirella n'était pas allée à l'enterrement. Augusto vivait toujours, mais n'était jamais réapparu. Il travaillait comme aide dans une mine à plusieurs jours de distance, son orgueil brisé en même temps que le moignon de sa main. Vicente sortit de la mine maintenant, la sueur tachant sa chemise, sa barbe rousse brillante au soleil. Il sourit en voyant sa famille dans la cour, un sourire qui lui venait facilement maintenant, non plus rare comme dans les premières années. Demanda Mirella quand il s'approcha. Ce n'était pas une malédiction, c'était un héritage. La terre parle à ceux qui ont la patience d'entendre. Mirella regarda ses mains, calleuses maintenant de travail honnête, non marquées par des chaînes. Elle regarda son mari qui lui avait enseigné que la force pouvait être douce, pour ses enfants qui ne sauraient jamais ce que c'était que d'avoir honte de leurs propres yeux. Maintenant de labeur honnête, non marqué par les chaînes. Elle regarda son mari qui lui avait appris que la force pouvait être douce, ses enfants qui ne sauraient jamais ce que c'était d'avoir honte de leurs propres yeux. La pierre de jade que Vicente lui avait offerte, celle qu'elle avait jetée aux pieds de Severino puis récupérée, lavée, gardée, était maintenant à son cou, sur une chaîne. Un cadeau de mariage, de lui à elle. Sa couleur, il le lui avait dit alors, comme la première fois. La couleur qui la rendait unique. Et qu'une vraie famille est celle qui nous choisit, pas celle qui nous rejette. Mais maintenant, enfin, elle chantait de joie. Mirella a prouvé qu'il existe toujours une possibilité de transformation lorsque nous rencontrons des personnes qui nous apprécient pour ce que nous sommes vraiment. Elle a transformé la honte en pouvoir, la malédiction en bénédiction, et a découvert que le don que sa famille craignait était exactement ce qui la rendait extraordinaire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal. Commentez ce qui vous a le plus marqué dans l'histoire de Mirella. Était-ce son courage face à sa famille, la transformation de ses yeux de malédiction en don, ou l'amour de Vicente qui a vu la beauté là où d'autres ne voyaient que l'imperfection? Merci d'avoir été là, et à la prochaine histoire qui touchera votre cœur.